Oui, je voudrais m'excuser à l'avance de quelques petites baisses de régime possibles, mais en ce moment, vous vous en doutez bien, c'est pas très facile de se concentrer, à travailler sur des sujets pointus. Hein, alors, je dirais, du point de vue du collège, au-delà de la tragédie du peuple ukrainien, et au collège, on a déjà pris des décisions, la décision qui relevait de notre champ d'action, c'est-à-dire le programme PAUSE d'accueil aux universitaires et chercheurs menacés, qui vient d'être élargi à la communauté scientifique ukrainienne, et j'ai déjà quelques contacts. En plus, cette tragédie affecte ce que la Russie a eu et a encore de meilleur. Ces grands savants de classe internationale qui ont toujours ouvert au dialogue et à la coopération et dont un certain nombre d'entre eux, je peux vous le dire, avant d'être contraints au silence, nous ont fait savoir sans aucune ambiguïté la position qu'ils prenaient. Pour nos activités immédiates, évidemment, ça risque d'avoir des répercussions sur la grande exposition sur les trésors de l'Ouzbékistan qui est prévue pour ouvrir et qui ouvrira le 22 novembre pour 3 mois. Le catalogue est déjà pratiquement prêt. Cette exposition reposant principalement sur des prêts d'objets ouzbeks avec un certain nombre d'objets de nos collections nationales en France et certains de la British Library pourra de toute manière se tenir, mais évidemment nous craignons de devoir la faire sans les prêts des musées russes et sans pouvoir faire venir les collègues conservateurs de ces objets. Alors pour le moment, nous faisons comme si. Nous préparons le catalogue et la liste des objets comme si les accords avec l'Ermitage et le Musée national d'histoire de Moscou pouvaient encore s'appliquer à ce moment-là. Bon, espérons que ce sera le cas et espérons bien davantage encore. Voilà, après ce petit préambule, je voulais revenir sur une question que j'ai abordée à la fin du dernier cours, il y a un mois. Vous vous rappelez, il s'agit de l'un de ces bols dits bactriens qui vont maintenant nous occuper jusqu'à la fin de l'année, et celui-ci qui est au British Museum, où voisinent très clairement des représentants d'ethnies différentes et donc des Kidarites, des Hunkidarites, un seigneur local, probablement gandarien, et un Nephthalite. Voilà, ici, reconnaissable à son physique et notamment à son crâne extrêmement particulier. Et j'avais donc été amené à parler, à dire quelques mots de cette question de la déformation artificielle du crâne. Alors, oui, alors voilà, ça c'était pour montrer que, voilà, je rappelle, c'est Attila tel qu'on se le représentait à la Renaissance. Et comme on n'avait rien à se mettre sous la dent pour représenter Attila, on l'a fait en satyre. Et on l'a fait aussi en Satan, puisqu'Attila est le fléau de Dieu. Bon. Alors, la déformation artificielle du crâne, elle est absolument évidente sur les monnaies. Ici, ce sont les monnaies des premiers souverains Nephtalites, dernier tiers du 5e siècle, frappées au Gandhara. Et puis, on a évidemment des exemples très concrets par les squelettes. Alors, cette déformation artificielle du crâne, elle apparaît dans la steppe en divers endroits, à partir du IIe siècle avant notre ère, chez plusieurs peuples, hein, les Huns, les Xiongnu, puis des peuples sarmates, et on a l'impression d'une diffusion peut-être par effet de mode ou de dispersion des aristocraties. Alors, elle apparaît donc dans la steppe à partir de ce moment-là, et elle finit par se retrouver en France, dans certaines tombes dans l'ouest de la France du 5e siècle qu'on attribue à des contingents Huns et également Alains.
Louis Ambis, mon très lointain prédécesseur ici au Collège de France et dont je suivais les cours dans les années 70, était persuadé que les déformations artificielles du crâne que les médecins s'efforçaient encore de combattre dans les pratiques des nourrices de certaines campagnes du Maine, de l'Anjou, était un héritage d'une présence ancienne de ces peuples d'Asie centrale incorporés dans l'armée romaine. Alors, ces déformations, il y a plusieurs typologies de la déformation. Au départ, on a la déformation dite frontalo-occipitale, c'est-à-dire on voit très bien le crâne du bébé a été comprimé entre deux planches. Ça, frontalo-occipitale, on la trouve très typiquement chez les couchants. Hein, on avait vu des exemples. Et puis, il y a la déformation dite annulaire, où là, probablement le crâne était entouré de bandages, et ça se développait en montant vers le haut. Alors, du point de vue médical, apparemment, c'est pas trop, enfin, ça ne nuit pas au volume du cerveau. Bon, malgré tout, les médecins n'aimaient pas trop ça dans nos campagnes parce qu'il y a évidemment, ça peut entraîner des cas d'épilepsie. Pour l'anecdote, mais enfin, c'est peut-être pas que l'anecdote. Alors voilà la carte très schématique que j'avais essayé de faire peut-être une proposition qui rattacherait, qui montrerait comment les Huns occidentaux se sont détachés de la grande vague qui est sortie des montagnes de l'Altaï dans la deuxième moitié du IVe siècle et qui chez nous, en Asie centrale, a donné les Kidarites, les Hephthalites et qui descendent ensuite vers l'Inde, et puis un rameau incorporé dans l'armée sassanide, ici au siège d'Amida, où Ammien Marcellin les a vus, en même temps qu'il a vu le roi Chapour II avec ses cornes de bélier, j'en ai parlé dans les cours précédents, et voilà nos Huns peut-être qui se détachent là, et voilà notre Attila qui peut-être bien, même très probablement, est né ici pendant la migration de son peuple, puisque son nom vient de la rivière du nom turc du Don, qui est l'Étyle, du Don, de la Volga, qui est l'Étyle. Donc peut-être serait-il né au moment où son peuple franchissait cette limite. Alors, il y a le seul Hun, on n'a pas le portrait d'Attila, comme je vous ai, à part ces fantaisies de la Renaissance. Mais il y a un Hun occidental dont on a le portrait. C'est lui, c'est Odoacre, le général romain qui a finalement mis fin au dernier reste de l'Empire romain d'Occident à Ravenne. Voilà une monnaie frappée par Odoacre en 487, donc tout à fait contemporaine de nos Hephthalites de Bactriane. Je lui trouve comme un petit air de famille. Voilà. Je n'exclurais pas, bon, alors, la chevelure toute raide, on a ça aussi chez des empereurs de cette époque, mais enfin, j'exclurais pas qu'il a quand même un crâne un peu spécial, surtout alors, un trait qu'il partage avec les souverains, avec les Ostrogoths, c'est que, et plus tard, on retrouvera ça avec les Carolingiens, c'est que le système pileux était très choisi. Il n'a pas de barbe, mais il a une moustache. Ce n'était pas le cas des Romains. Vous en trouverez difficilement qui ont une moustache sans barbe. C'est une façon de montrer... Alors, la barbe et moustache, c'était typique de certains empereurs romains qui voulaient avoir l'air philosophe, et par ailleurs, c'est typique aussi de la manière dont on a représenté les Scythes pendant longtemps. Bon, y compris, vous avez qu'à voir sur la colonne Trajane et les Sarmates. Moustache seule, c'est un marqueur. Ça veut dire je ne suis pas un Sarmate, et je ne suis pas non plus un Romain ni un Grec. Je suis autre chose. Et voilà, il est quand même frappant. Voilà, j'ai trouvé ici un Hephtalite du Gandhara qui vraiment pourrait être son frère. Donc, il y a... Moi, je suis persuadé que l'aristocratie des Huns d'Occident et l'aristocratie des Hephthalites avaient des origines communes
éventuellement peut-être dans certains cas des intermariages. On sait qu'il pouvait y avoir des intermariages. Enfin, les peuples altaïques pratiquant systématiquement l'exogamie, et l'exogamie qui peut être lointaine, il pouvait y avoir éventuellement des intermariages entre des branches très éloignées. Alors, on peut se dire tout de même, qu'est-ce qu'il aura pris ces gens-là de vouloir s'en les dire à ce point? Alors, le modelage du crâne, il y a toute une littérature anthropologique là-dessus. C'est avant tout, c'est un marqueur ethnique et peut-être aussi aristocratique. C'est le marqueur par excellence, c'est le marqueur qu'on ne peut pas falsifier. Parce que apprendre la langue du dominant, on peut le faire. Changer de costume, on peut le faire aussi. Mais on ne peut pas changer le crâne que vous a donné votre mère ou votre nourrice. C'est quelque chose d'absolument discriminant immédiatement. Et on voit effectivement que même dans certaines tombes d'Asie centrale, justement à l'époque des Kidarites, des Hephthalites, quand on voit la déformation crânienne vraiment apparaître, c'est jamais généralisé. Il y a des cimetières où on ne l'a pas du tout. Il y a des cimetières où elle n'est que dans les tombes, semble-t-il, les plus... peut-être, enfin disons, dans certaines tombes, comme si, en plus du marqueur ethnique, il y avait un marqueur social. Autre chose aussi sur ce langage corporel, c'est que les Hephthalites en ont joué. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. On a ce texte d'un historien byzantin, de Lazare de Farpe, un historien byzantin, qui nous dit que l'aspect des Hephthalites, il ne parle pas particulièrement du crâne, mais il dit l'aspect des Hephthalites était terrifiant. Et les armées sassanides, quand elles allaient les combattre, allaient plutôt comme des condamnés à mort au gibet que comme des combattants. Ce qu'on peut remarquer à propos du plat, encore à propos du plat du Swat, c'est que il y a effectivement ici un Hephtalite qui a... et alors, il est quand même différent de tous ceux qu'on a sur les monnaies, même les plus anciennes, parce qu'il lui manque ça. Il n'a pas le ruban royal. Ceux qui ont frappé des monnaies, dès le début, ont eu ce ruban qui d'ailleurs, on voit bien, a été raccroché d'une manière un peu artificielle, parce qu'en principe, ça vient du diadème. Or, sur des têtes comme ça, c'était un peu difficile. Oui, là, évidemment, on a fini par leur mettre un diadème. Bon. Donc, on a raccroché le ruban à ce qu'on a pu, c'est-à-dire le col. Mais celui du bol du Swat n'en a pas. Ce qui peut laisser penser qu'en fait, c'est un personnage qui n'est pas royal. Enfin, disons, oui, c'est évidemment un prince, mais il n'est pas considéré comme un roi. Voilà, c'est pas ce qu'eux auraient appelé un teggin. C'est probablement un seigneur local qui s'est retrouvé dans la région du Gandhara et qui se montre à la chasse avec très sciemment avec des représentants de groupes ethnopolitiques différents. En fait, le principal ici, c'est celui qui paraît le plus sobrement habillé, c'est lui qui correspondrait probablement à ce qu'on a sur ce sceau, qui doit être un prince indien. Donc ce plat a dû être commandité par ce petit seigneur indien, peut-être dans le Swat, peut-être au Gandhara, qui a voulu montrer qu'il était bien connecté, qu'il avait de bonnes relations avec les divers pouvoirs qui se disputaient la région. La meilleure manière de montrer qu'on est en paix avec les gens, c'est de se montrer ensemble à la chasse. Alors, je continue avec cette problématique des élites aristocratiques qui sont souvent figurées sur ces plats sur ces bols dits bactriens. Alors, ce que j'ai dit dès le début, la caractéristique absolument constante de ces bols bactriens, c'est que le roi n'est jamais seul. Il y a un cas d'un prince Hephtalite avec son harem qu'on va voir un peu, mais c'est en général, on a toujours des groupes.
Alors, voilà un bol qui vient de la collection Al-Saba, c'est-à-dire donc dans le livre Arts of the Hellenized East, paru en 2015, et qui fait l'objet d'un commentaire très pertinent dans le catalogue par Prudence Harper, par Prudence Harper. Commentaire auquel, en fait, Ankadan et moi n'avons pas trouvé véritablement quoi que ce soit à ajouter. Elle a dit vraiment ce qu'il y avait à dire. Alors, on a là 3 couples, vous verrez mieux, il y aura des détails, on verra les détails. Il y a 3 couples de personnages donc, qui se font face 2 à 2, hein, et qui sont disposés, comme on voit souvent sur ce genre de plat, dans un décor, je dirais, architectural de fantaisie, hein, avec des colonnes, des arches. C'est un décor qu'on peut dire palatial, éventuellement paradisiaque. En Iran, palais et paradis, c'est un petit peu la même chose. Marchak m'avait fait remarquer, pas spécifiquement à propos de cet objet, mais à propos d'autres, sur des ossuaires, par exemple, où on a ce type de décor, que c'est complètement irréaliste, parce que dans certains cas, on voit très bien que la colonne est en bois. Ils ont imité des motifs de bois ciselés, comme on en voit sur des chapiteaux de colonnes trouvés à Penjiken, etc. Mais l'arcature, c'est pas net ici, mais c'est net sur d'autres cas, elle est très nettement en brique. Alors, on ne fait pas supporter une arcature en brique par des colonnes en bois. Il y a là quelque chose qui est véritablement, il ne faut pas chercher ici des images d'architecture réelle. Alors, ce qui est très intéressant avec ces 6 personnages, c'est que ils sont tous différents. Et on voit très bien qu'il y a eu un désir d'illustrer une diversité à la fois de groupes ethniques et de conditions sociales. Et il faut essayer de trouver une explication et un contexte. Alors on a là un couple, voilà, ici. L'exécution est assez grossière, hein, ce n'est pas un chef-d'œuvre. On a là ce que j'appelle un gouverneur sassanide, parce qu'il a l'habit sassanide, avec vous savez, ces plis qui tombent en vagues, là, le bras, là, c'est absolument typique du costume sassanide, le long pantalon, hein, il fait le geste de respect, hein. Il a une abondante chevelure à l'arrière, mais il n'a aucun ornement de type couronne. Il peut être éventuellement un diadème, mais encore c'est pas sûr. En tout cas, c'est un guerrier. Il a une épée, mais il n'est pas du tout évident qu'il s'agisse d'un souverain. Et face à lui, on a un personnage qui a un cafetan long. Et on voit assez mal sur la photo, il a une chevelure, il a un visage assez plat et une chevelure raide qui tombe en longues mèches raides. Et ça, alors lui, c'est pas très net ce qu'il fait avec la main, peut-être un geste de salutation. Ce genre de coiffure, de chevelure, c'est vraiment assez typique des Turcs d'Asie centrale. À partir du moment où ils arrivent, c'est-à-dire vers 560, on les voit représentés comme ça sur la peinture des ambassadeurs à Samarcande, on les voit sur les monuments funéraires proprement turcs. C'est vraiment assez typique. Ceci dit, c'est pas, il ne semble pas, par exemple, que les Inquidarites aient eu le même type de coiffure, mais que ce type de coiffure en longues mèches raides ait existé avant les Turcs, ça paraît assez probable chez certains Huns, parce qu'on a un texte de Procope, le grand historien donc, byzantin de l'époque de Justinien, qui parle dans son livre sur l'histoire secrète, livre 7, il parle des factions du cirque.
Et il dit qu'à Constantinople, une des factions du cirque, vous savez, il y avait les bleus, les verts, c'était déjà allé les bleus, et une faction du cirque a adopté la mode des Huns. Et il décrit la mode des Huns comme étant une chevelure en longue mèche raide. Donc, ce n'est pas forcément un Turc, ça peut être un peu avant. Alors, le deuxième couple montre à gauche un personnage sans épée. Alors, il n'y a que deux personnages qui n'ont pas d'épée. C'est lui et un brahman, qu'on va voir après. Alors, qui est ce personnage? C'est pareil, il fait un geste... oui, il pourrait tenir une sorte de paquet, hein, c'est pas net. En tout cas, il a une longue tunique, souple, il se porte bien, hein, vous avez vu, on voit qu'il mène une vie confortable, et il a une tunique à longues manches, peut-être les manches qui finissent par recouvrir les mains, une tunique très simple, et à la ceinture une bourse. Alors, selon Harper, et je pense qu'elle a raison, c'est un marchand. On a d'autres cas en Asie centrale, on n'a pas tellement d'images de marchands. Alors, quand on en a, eh ben, assez souvent, voilà, il se porte bien. Et face à lui, on a ce personnage qui tient apparemment une couronne ou un anneau. Il a un carquois ici, et lui, assez typiquement, c'est un aristocrate local. Hein, il a le costume avec le cafetan à double pan, ou plutôt, je dirais, à pan simple. Le cafetan à pan simple, c'est plutôt bactrien. Double rabat, c'est plutôt sogdien. Rabat simple, apparemment, ça serait plutôt bactrien. Oui, il a des bottes. Bon. On peut tout à fait considérer qu'il s'agit d'un aristocrate bactrien faisant face à un marchand. Hein, c'est les élites locales. Et puis, pour finir, on a un couple encore différent. Alors, lui, pareil, longue tunique, il a une épée, c'est donc un aristocrate, et bien c'est un Heptalite. Alors, regardez, comparé avec les monnaies de cet Heptalite particulièrement terrifiant qui s'appelait Yavuga, autour de 500 de notre ère, c'est pratiquement le même. Sauf qu'il a l'air d'avoir un turban. Mais alors, vous voyez, la boucle d'oreille a trois perles, ici, ou 3 anneaux, c'est exactement ce qu'on a là. Alors, ça peut être un seigneur Heptalite, mais bon, on sait qu'à partir du VIe siècle, les Heftalites ayant été très présents en Inde, il y a des souverains indiens qui se font représenter comme ça. Ça pourrait être aussi dans le royaume post-Heptalite de Kaboul-Razni, Kaboul-Zabou, au 7e siècle. On a déjà remarqué que dans certains cas, par exemple, les souverains locaux du Rajasthan, certains ont vraiment des têtes d'Heftalites. Et il y a une hypothèse qui serait qu'en fait, ils se disent kshatriya, bon, mais la caste guerrière en Inde. Mais il n'y avait plus de kshatriya depuis longtemps. Les gens qui se sont dit kshatriya, c'était en fait une façon pour des envahisseurs de s'intégrer au système des castes indiens. Et on a dit que dans certains cas, certaines branches des rajas du Rajasthan pouvaient venir des conquérants Heftalites. Ici en face, ce qui tendrait effectivement à nous amener en Inde, c'est que c'est assez nettement un brahman. Vous voyez, bon, il tient un plateau avec des fruits. Voilà. Il n'a pas d'épée. Ici, il tient une fleur. Donc, c'est le seul, avec le marchand, c'est le seul personnage qui affiche des activités pacifiques. Et il a typiquement un costume indien, ici avec la dhoti portée haut au-dessus des jambes. Donc, un Sassanide,
un peut-être turc, peut-être un marchand, un aristocrate bactrien, un nephthalite, un brahmane. Visiblement, on a délibérément cherché à les mettre ensemble. Alors, une remarque, ils semblent apporter tous des dons, fleurs, paquets avec quelque chose, couronnes. Il y en a un qui n'apporte pas de dons, c'est le Sassanide, qui fait le geste de respect. Donc, dans l'hypothèse de Harper, que je crois bonne, l'hôte, c'est lui. C'est-à-dire que c'est lui qu'on est venu voir. Et c'est lui le commanditaire du plat, du bol. Alors, il faut trouver donc, une zone et un moment où auraient pu voisiner des officiels sassanides, des aristocrates bactriens, des Indiens, des marchands. Alors, ça pourrait être, pour Harper elle pense à Merv, la Margiane début VIe siècle, c'est-à-dire que c'est un moment un peu avant le grand roi Khosrow, déjà c'est sous Kava, début VIe siècle, les Hephthalites avaient occupé cette zone, et puis, semble-t-il, ils s'en sont retirés, parce que ça, c'est des choses qu'on voit d'après le monnayage. Les Sassanides ont rouvert un atelier monétaire à Merv au début du VIe siècle. Donc, ça pourrait être là, hein, mettons un gouverneur sassanide de Merv qui reçoit l'hommage de peuples qui sont plus à l'est et qui avaient été soumis aux Hephthalites. Malgré tout, oui, je trouve quand même que mettre un brahmane avec lui, ça nous met quand même un petit peu loin. Bon, évidemment, on sait qu'il y a eu une implantation de bouddhistes à Merv sous la brève, probablement liée à la brève domination hephtalite. Je pense qu'on pourrait peut-être descendre un peu plus bas dans le temps que ça pourrait peut-être nous amener vers 560, c'est-à-dire le moment où les Sassanides, sous Khosrow Ier, ont défait les Hephthalites avec l'aide des Turcs et se sont partagés leur domaine. Parce qu'à ce moment-là, on se trouverait bien dans une situation de coexistence correspondant à ce qu'on voit sur ce bol. Alors voilà la carte que donne Rika Gizelen dans son livre récent sur la géographie administrative sassanide. Les Erans Sparbed, l'Iran était divisé en 4 commandements militaires à partir de la défaite des Hephthalites. On a le quartier du Nemroz, c'est-à-dire du Midi, du sud-est, qui comporte en fait une bonne partie de l'Afghanistan actuel et des régions plus au sud, hein, Beloutchistan, et puis au nord, on a le Khorasan. Alors, je vous dis tout de suite, cette carte, elle est très théorique, parce qu'elle comprend des endroits où, en fait, d'où les Sassanides, que les Sassanides n'ont pas vraiment tenu, je la conteste sur un point, c'est qu'elle les met ici jusqu'à Samarcande. En fait, c'est sur la base de monnaies sassanides où on a voulu lire le nom de l'atelier monétaire de Samarcande, et je pense, avec d'autres, que c'est erroné, cette lecture est erronée, et qu'ils ne sont jamais arrivés jusque-là. En fait, l'Empire turc, quand il y a eu le partage entre Turcs et Sassanides, ça a plutôt dû passer sur la Moudaria, et puis assez rapidement, les Turcs ont empiété en poussant de plus en plus vers le sud. Mais là, on se trouverait dans une situation, même si on mettons notre plat par ici, hein, du côté du Sistan ou Kaboul, on pourrait très bien effectivement avoir un gouverneur sassanide en position, disons, dominante, se voulant en position dominante, qui recevrait l'hommage d'aristocrates bactriens, d'Indiens, le quart du mythe du Nemroz mort bien sur la vallée de l'Indus, d'anciens Hephthalites ou de seigneurs locaux ayant adopté la mode hephtalite, et puis
ça nous permettrait même, du coup, d'identifier le personnage aux cheveux raides de la scène 1 comme un Turc. Parce qu'en 560, les Turcs, ils sont là, ils voisinent les Sassanides. Donc je dirais que l'hypothèse qui me paraît la plus vraisemblable, ce serait plutôt ça, vers 560. On se trouverait là vers la fin de la série des bols bactriens. Stylistiquement, ça collerait assez bien parce que, c'est quand même, par rapport au chef-d'œuvre qu'ont produit les bols bactriens, c'est quand même un peu dégénéré. Et puis, par exemple, un détail qu'on a vraiment souvent, qui est le motif du médaillon central, qui très souvent en fait donne la clé de l'interprétation générale. Ici, il n'y est pas. Donc, on serait plutôt vers des fins de série. Voilà. Pour le moment, je ne pense pas qu'on puisse dire davantage. En tout cas, je cite l'excellente conclusion de Harper à la fin de sa notice sur ce bol. Les scènes sur ce bol d'argent suggèrent que des personnes qui n'étaient ni des grands rois ni des dirigeants, mais appartenaient aux élites de populations voisines les unes des autres, reconnaissaient l'importance de leur commun intérêt pour ce qui est présenté ici comme un monde idéal, bien ordonné et bien gouverné. Oui, le monde idéal de ce décor paradisiaque, avec ce motif paradisiaque palatial de colonnes. Alors, continuons avec nos amis les Hephthalites, très très présents dans ce répertoire. Alors voilà, je vais être passé assez rapidement sur ce bol, car lui est à l'Ermitage, il est connu depuis longtemps. Alors c'est vraiment la composition typique des bols bactriens, sauf qu'on n'a pas à la partie supérieure ce décor de rinceaux ou de perles qui remonte au modèle des bols mégariens, et là on ne l'a pas. Mais on a des médaillons tout autour. Alors disons, vous avez vu, parfois c'est des scènes, parfois c'est des médaillons. Et ici, ces médaillons sont clairement inspirés d'une iconographie romaine de la chasse. Chasse réelle. Ah, le paradis, on était tout à l'heure. On faudrait entendre des cris de chiens. Vous voyez, l'ours, etc. Chasse réelle ou bien chasse mise en scène dans les jeux du cirque. Ça peut être l'un ou l'autre. Et là, on a le motif, le médaillon avec le motif important. Et ce motif important, c'est parfois le portrait du propriétaire. C'était le cas dans le bol du Swat, le propriétaire indien était effectivement en bas. Alors voilà le propriétaire. Alors on peut tout de suite dire que c'est pas quelqu'un avec qui on aimerait voyager dans un compartiment de chemin de fer. Hein. C'est vraiment c'est l'Hephtalite de chez Hephtalite, avec cet air renfrogné, nez crochu, air renfrogné. Ils n'ont jamais cherché à se montrer beaux, clairement. Bon. Petite anecdote d'ailleurs, quand le malheureux Péroz, roi d'Iran, en 484, a été fait prisonnier. Non, c'était avant en fait, parce que. En 484, Péroz est défait, toute son armée est anéantie, et une de ses filles voyageait avec lui à l'armée en Bactriane, et elle, comme elle n'était pas dans le combat, l'embuscade où l'armée a succombé, elle était dans le camp, donc elle a été attrapée dans le camp par les émissaires, par les soldats du souverain Hephtalite, Archumvar, qui était en face. Et de manière assez typique dans tous ces récits de conquête, le vainqueur veut immédiatement s'unir avec la fille du vaincu. C'est une pratique qui
une pratique qui malheureusement a eu des suites dans les guerres les plus récentes du XXe siècle. Eh bien, elle n'a pas voulu. Je pense qu'elle l'a trouvé vraiment peu attirant et elle n'a pas voulu, et je crois quand même qu'il l'a épargné et qu'il l'a laissé repartir. Ce qui est intéressant, un détail intéressant, c'est le casque, qui est vraiment bizarre. C'est pas une couronne. Alors on pourrait dire, est-ce que c'est la dégénérescence du motif des ailes, des couronnes de certains rois sassanides? Je pense qu'en fait, c'est pas ça. C'est plutôt un motif d'ailes. Et c'est un motif d'ailes qui vient de modèles grecs. C'est le casque attique, qui a parfois un motif d'ailes. C'est un motif végétal, de palme, qui vient du casque attique. Alors, on a un bel exemple, c'est sur cette peinture de Dilbergine près de Bactre, probablement du IVe siècle, qui montre des aristocrates locaux rendant hommage à une déesse dont l'identité pose problème, mais dont les modèles sont clairs. Le modèle, c'est Athéna. C'est évidemment une Athéna avec le gorgonéon, hein, le bouclier portant le masque de la Gorgone. Elle a un bras levé, doit tenir une lance. Et en fait, l'artiste, n'ayant eu que des modèles de profil du casque attique que porte Athéna, pour faire un modèle de face, il a coupé en deux. Donc, il a fait deux moitiés de casque attique mises ensemble. Et vous voyez ce modèle de spire végétal. Bon, c'est assez probablement l'origine du chapeau ou du casque de notre propriétaire Ephtalite. Et là, on trouve un phénomène qu'on va retrouver sur plusieurs exemplaires, cette étrange romanophilie. Pour eux, il semblerait que le sommet du prestige vestimentaire, c'est été de ressembler à des Byzantins ou des Romains. Voilà, parce que c'est absolument pas des choses qu'ils devaient porter dans la vie courante. C'est vraiment une façon d'affirmer qu'on est au même niveau que ceux qui sont à l'ouest. Et alors, évidemment, ça explique aussi le choix des motifs autour. Il y a une sorte de... Voilà, ils ont été attirés par le prestige. Alors, est-ce que c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, qui posent vraiment un très gros problème historique? Alors, est-ce qu'il faut adopter une théorie de contre-modèle? C'est-à-dire, comme leurs ennemis, c'était les Sassanides, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. C'est-à-dire qu'ils auraient voulu, du coup, chercher à s'identifier à ce qui était plus à l'ouest que les Sassanides. Et dans certains cas, il est exact que les Byzantins ont cherché des alliances avec les Ephthalites. Donc, j'anticipe sur des choses sur lesquelles on sera amené à reparler. Alors, pour le moment, j'en viens à un autre aspect du contexte culturel ephtalite qui se reflète sur ces bols d'argent, c'est les conquêtes en Inde. Les Ephthalites ne sont pas les premiers à avoir remis les pieds en Inde. Bon, bien sûr, les Couchans l'avaient fait, et puis après une certaine interruption, les prédécesseurs des Ephthalites, les Kidarites, au moins ont poussé jusqu'au Gandhara, et les Ephthalites, dont en réalité le règne a été court, hein, il commence en 560 et en 660, leur empire est détruit par la coalition des Turcs et des Sassanides. Les Ephthalites, ils arrivent, on les voit émerger en Bactriane à l'est autour, disons, de 460. Très tôt, très vite, peut-être vraiment avant même qu'ils aient assis complètement leur pouvoir en Bactriane,
On les voit au Gandhara, sur les traces des Kidarites. Ils semblent fédérer des groupes de Huns qui étaient déjà là avant. Alors on a un mot qui apparaît beaucoup sur les monnaies, c'est Al-Khan. Et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Il y a plusieurs hypothèses. Ce serait, semble-t-il, des groupes de Huns qui finalement se seraient mis au service des Hephthalites et puis on aurait continué à indiquer leur nom sur les monnaies. Toujours est-il que dès la fin dès 500, ils ont fortement pénétré en Inde, puisque ici, au Cachemire, en 520, le grand pèlerin chinois Song Yun rencontre un souverain hephtalite au moment où il est en train d'attaquer le Cachemire. On est vers 520, et ils sont descendus, on le sait, par les inscriptions, les inscriptions indiennes, qui toutes célèbrent des victoires de Raja indiens, pas des défaites évidemment. Ils sont descendus jusque dans la vallée du Gange et jusque dans le pays qu'on appelle le Malwa, ici, qui est la région d'Ujjain au nord du Décan, dont j'ai déjà été amené à parler parce que c'était un grand emporium d'importation des biens venant de l'Empire romain. Donc ils ont été très présents en Inde, pas longtemps, parce que dès 530, il semble qu'ils sont en déclin militaire et se fondent dans des aristocraties locales, peut-être effectivement, notamment au Rajasthan. Alors, une sorte de manifeste très spectaculaire des conquêtes hephthalites en Inde, c'est le bol de Chiliek. Alors lui, il sera à Paris, il sera dans l'expo du Louvre en novembre. Ce bol, alors une fois n'est pas coutume, c'est un des très rares bols bactriens qui a été trouvé dans une fouille. Alors, il a été trouvé en 1961 dans la fouille d'une petite ville aux 30 km de Samarcande. Il était dans une maison privée, faisant partie d'un trésor, où il voisinait avec 2 bols sogdiens sans décor et un plat sassanide d'importation de l'école de l'Est, un très beau plat qui va être aussi à l'exposition et qui représente le roi Péroz à la chasse. Alors, le contexte archéologique, par le matériel, la céramique qu'on a trouvée dans cette maison, on daterait l'enfouissement de ce trésor vers 600. Ou vers 600 ou vers 500. Vers 600. Je pense que peut-être on pourrait remonter un peu plus haut et qu'un contexte possible, ce serait vers 460, justement, l'invasion des Turcs. Ça pourrait être à ce moment-là que ce trésor a été caché. Alors, au milieu on voit tout de suite, c'est un hephtalite. Voilà, il a tout à fait l'aspect, la forme du crâne des premiers souverains hephthalites. Et lui, en plus, contrairement à celui du plat du Swat, il est royal. Ou du moins princier, puisque vous voyez les rubans qui flottent là. Mais alors, voilà, il tient, alors ça c'est très inattendu de leur part, il tient une fleur. Voilà. Et tout autour, on a des jeunes filles de type évidemment indien. Vous voyez, les hanches les cuisses et les hanches très larges, les grosses poitrines, même les traits du visage, c'est incontestablement indien, même si elles ont des capes qui se trouvent sur l'argenterie sassanide, le type physique des filles lui-même est indien. Alors, Harper avait supposé qui a écrit sur ce plat, d'ailleurs dans ce plat donc évidemment ne vient pas de la collection du Koweït publiée dans le livre Ars Hellenis Hist, puisqu'il a été trouvé, il est au musée de Samarcande, mais
elle a fait un commentaire sur ce plat. Alors oui, je rappelle aussi, bon, évidemment, le décor de fantaisie paradisiaque, qui ici est particulièrement indianisé. Ouais. On est dans un paradis indien. Pourquoi? Parce que vous avez ici les chapiteaux avec les ébus, les bœufs à bosse opposés 2 à 2. Et ça se trouve qu'en Inde. Hein, c'est tout à fait, c'est dans l'art bouddhique. On a voulu faire je ne pense pas que ce plat ait été exécuté en Inde, c'est assez vraisemblablement en Bactriane. Il a fini par aboutir dans le trésor d'un Sogdien, mais on a clairement voulu donner une couleur locale indienne. Alors, ces dames, selon Harper, célébreraient la fête du Nouvel An. Elle dit qu'elles tiennent des fleurs. En fait, elles ne tiennent pas des fleurs. Elles ne tiennent pas des fleurs. Il y en a qui dansent, et il y en a qui tiennent... Alors, malheureusement, on voit mal sur la photo, je suis désolé, hein, c'est ce que j'avais. Ici, ces espèces de couronnes qui sont arrondies d'un côté et droites de l'autre. Moi, j'appelle ça des couronnes de banquet. On a vu ça dans des places sassanides. C'est les couronnes qu'on s'échange, que les messieurs et les dames s'échangent dans des banquets. On ne sait pas très bien... Il y a un poème persan qui en parle à propos de... C'est une coutume lors des banquets, et notamment des banquets galants. Et on ne peut pas en dire davantage. Mais alors, que tiennent-elles ici? Et en fait, c'est Judith Lerner qui a trouvé ce que c'est. Ce sont des miroirs. Alors, voilà, ce sont des miroirs à manche arrière. Donc, la partie dans laquelle on se regarde est la partie convexe, hein, donc arrondie. Voilà ici une de ces jeunes filles sassanides qu'on a dans des décors paradisiaques, pareil, et qui se regarde dans un miroir dont elle tient la manche de l'autre côté. Oui, mais sur notre plat, il y a une petite astuce. C'est que ces dames ne se regardent pas dans le miroir. Elles présentent le miroir à leur voisine. Façon de dire, dans le harem de monsieur, on ne se crêpe pas le chignon. C'est la bonne entente règne. Elles sont invitées à partager le même miroir. Alors, qu'est-ce que veut dire tout ça? Moi, je pense que c'est tout simplement un nephthalite conquérant en Inde qui affiche son harem d'indiennes. Je vous ai dit, bon là, et ça, c'est connu dès les Achéménides. L'appropriation des territoires vaincus, c'est le fait de récupérer. On fait des paradis, des jardins princiers avec les plantes des pays conquis, les arbres des pays conquis, les animaux des pays conquis, en particulier les chevaux, le vin des pays conquis, quand il y a du vin, et les femmes. Et c'est dit dans les textes. Le texte le plus éclairant sur la culture aristocratique sassanide, qui est donc le texte Pélévi, Khosrow, fils de Kavad et un page, dit ça très explicitement. Le roi doit avoir dans son harem des femmes venant de toutes les régions de son empire. Donc ici, c'est la conquête de l'Inde affichée de la manière la plus galante. Est-ce que j'ai le... Oui, ça c'est la référence de l'article excellent, de l'article de Judith Lerner. Elle a vraiment bien vu le détail. Alors, j'anticipe là, affichage de la conquête de l'Inde dans le contexte nephthalite, j'anticipe sur quelque chose qui va nous occuper dans l'un des derniers cours, c'est le bol dit de Lhasa, parce que c'est à Lhasa qu'il a été acquis, qui est maintenant au musée oriental de Tokyo, et que Ankadan et moi venons d'élucider, l'article vient de paraître, comme représentant
un épisode du roman d'Alexandre. Hein. Ce personnage est Alexandre, ici. Et pour nous, ce qui est important, c'est que ça se passe en Inde. C'est Alexandre à la source d'immortalité dans un jardin paradisiaque. Ça vient du roman d'Alexandre, et à l'époque où ce plat a été exécuté, probablement 6e siècle, c'est aussi en même temps le jardin d'Éden. Et on le situe en Inde. Et c'est une œuvre juive, car Alexandre est circoncis. Et ça vient de... c'est une illustration du fait qu'on trouve dans le Talmud et dans des textes juifs plus tardifs, qu'Alexandre, en fait, aurait adopté la religion juive et se serait fait circoncire pour entrer au paradis. Donc ce bol n'a pu être produit que dans un milieu juif. Alors, je n'anticipe pas trop sur ce qu'on va être amené à dire, mais il y a évidemment une couleur locale indienne. Ici, un prêtre un peu monstrueux, peut-être cynocéphale, qui joue du tambour indien. Les arbres, ce genre d'arbres tordus, on les trouve un peu partout sur les bols bactriens, mais ici, c'est très clairement l'arbre Challaki, c'est-à-dire Boswellia serrata, la forme indienne de l'encens. Et Alexandre est représenté en train de recueillir des boulettes d'encens qui suintent de l'arbre. Donc on est clairement dans une mise en scène indienne. Et l'une des hypothèses que nous avons été amenés à faire sur les raisons qui ont poussé des Juifs probablement de Bactriane à commander un tel plat, c'est un message de propagande peut-être adressé à leur maître Ephtalite. Vous avez conquis, messieurs, vous avez conquis l'Inde, mais notre Alexandre, en faisant cela, vous avez suivi les traces d'Alexandre, et Alexandre, c'était l'un des nôtres. Voilà. C'est probablement le message qui est à l'arrière de tout ça. Donc, pour dire que sous cette forme allusive, mais où on reconnaît des réalités immanquablement indiennes, il y a là encore un écho de cette extension de l'Empire Ephtalite sur l'Inde du Nord. Alors, oui, avant d'aborder ce plat qui, en fait, va surtout nous occuper à la séance suivante, ce bol, je reviens sur l'énumération des thèmes représentés sur ces bols bactriens, énumération en fait qui... c'est toujours artificiel de découper, parce que très souvent, il y a plusieurs thèmes, chaque bol qui, encore une fois, est unique, il n'y en a pas un qui est une imitation d'un autre, transmet plusieurs messages à la fois. Alors on a vu ce que j'appelais la coexistence pacifique des aristocraties, des élites, sur le bol que nous avons vu précédemment, puisqu'il n'y a pas que des aristocraties, il y a aussi des marchands et des brahmanes, la coexistence pacifique des élites, également à la chasse. On a donc vu la propagande liée à l'appropriation de l'Inde, et puis tout cela baigne dans une atmosphère globale qui est dionysiaque. Et là, on a déjà eu l'occasion, depuis le tout début du cours, de répéter jusqu'à la satiété à quel point cette culture baigne dans les références dionysiaques. Le seul élément qui n'y apparaît plus à partir du 1er siècle de notre ère, c'est Dionysos lui-même. Mais tout ce qui lui est associé s'y retrouve, et là, évidemment, on a à la fois le thème est approprié tout à fait approprié d'abord à la fonction même de ces objets, qui sont des bols
où, en théorie, on pouvait boire, puisque c'est à l'extérieur qu'ils sont décorés. Les plats sassanides, on ne peut pas y manger ni y boire, ils sont décorés à l'intérieur. Ces bols bactriens sont décorés à l'extérieur. Donc en théorie, on pouvait y boire. Et d'autre part, là, le thème de la conquête de l'Inde, puisque Alexandre est le premier conquérant de l'Inde. Alors, nous avons ici un bol qui malheureusement a eu bien des malheurs, parce qu'il est dit trouvé à Boukhara. Alors, quand on dit Boukhara dans les anciens catalogues, ça ne veut pas forcément dire Boukhara la ville. C'est l'émirat de Boukhara, qui s'étendait sur une très grande partie du Tadjikistan actuel. Donc, ce n'est pas une indication en fait très précise. Mais il était à Berlin, je crois, au musée d'art islamique. Il a disparu pendant la guerre. On ne l'a jamais fondu ou volé. On ne l'a jamais retrouvé. En tout cas, ce n'est pas dans un musée soviétique qu'il a abouti, parce qu'on le saurait. Dans les années 90, ils ont publié les listes de tout ce qu'ils avaient. Non, il a disparu dans une poche. Bien, ça se cache facilement. Alors, c'était pour vous dire, bon, c'est très usé, déjà sur les anciennes photos, mais c'est pour vous signaler donc qu'on a des thèmes dionysiaques avec des satyres et des ménades qui courent partout dans un décor de pampres de vigne, et au milieu de tout cela, un thème érotique à connotation homosexuelle, dont nous avons déjà noté la popularité, qui est Ganymède enlevé par l'aigle de Zeus. Connotation homosexuelle, peut-être pas hors de propos, sur le répertoire de bols bactriens fabriqués par les Hephthalites, pour les Hephthalites, car les Hephthalites avaient chez les Sassanides cette réputation. Quand Péroz a mené la guerre contre les Hephthalites, il a fait une grande proclamation en expliquant que l'homosexualité, ça n'existe pas en Iran, hein, on l'avait toujours su, mais qu'il ne fallait surtout pas laisser les Hephthalites entrer dans le pays parce qu'ils allaient l'introduire. Et donc, voilà, ça pourrait être... Parce que ce n'est pas le seul Ganymède qu'on trouve. Alors, je vais laisser pour la prochaine fois un bol, à nouveau un bol bactrien, de la collection Al-Saba, qui renvoie, lui, mais d'une manière incroyablement précise, au thème des banquets initiatiques dionysiaques. Alors, je vous laisse contempler cet étrange objet, avec donc ici un silène ivre, buvant un riton et avachi sur son outre, hein, et tout autour des médaillons, une série de 4 couples de médaillons, et chaque couple de médaillons montre face à face un personnage juvénile, dont je vous expliquerai la prochaine fois l'identité, et des personnages casqués, d'âges différents. Et c'est un symbolisme, là, vraiment assez complexe, mais que nous pensons être en état de déchiffrer. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. Il restera, après ce cours, il restera 3 cours. Et puis, ensuite, sur des sujets complètement différents, je ferai le séminaire à partir, je crois, de la mi-mai avec Qin Chaozhong dans la prolongation du séminaire de l'année dernière. Merci.